Добрый день, уважаемые коллеги. Bonjour, chers collègues. Nous sommes ravis de vous accueillir dans le ministère des Affaires étrangères, dans le centre de presse du ministère. Et aujourd'hui, nous tenons le briefing du commissaire aux droits des enfants auprès du président de la Fédération de Russie, Maria Lvova-Belova. Veuillez trouver dans les accoudoirs de vos fauteuils les micros et les écouteurs. Sur le site du ministère des Affaires étrangères, il y a une émission directe de ce briefing et aussi vous pouvez écouter la traduction à 3 langues étrangères. La parole est à Madame Lvova-Belova. À vous la parole. Merci. Bonjour. Je remercie ceux qui sont venus aujourd'hui, le matin, lundi, et ceux qui nous regardent en ligne. Je voudrais remercier aussi le ministère des Affaires étrangères pour nous avoir octroyé cette plateforme pour communiquer avec la presse. La protection de l'enfance, l'ouverture, la transparence, c'est les priorités de l'institution du commissaire aux droits des enfants. Nous nous sommes rencontrés le 4 avril. C'est notre deuxième briefing. J'ai parlé en détail sur notre activité, y compris sur la protection des enfants au cours de l'opération militaire spéciale. J'ai répondu à vos questions. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passait récemment. L'institution des commissaires aux droits des enfants tranche en premier lieu les tâches liées à la protection des enfants sur le territoire de la Russie. Mais dans le cadre de la loi fédérale qui définit les pouvoirs des commissaires aux droits des enfants, nous coopérons avec d'autres pays pour développer la coopération internationale dans le domaine de la protection des droits et des intérêts légaux des enfants. Et malgré les sanctions sans précédent, la pression, la désinformation autour de la Russie, de quoi nous allons parler, notre agenda international a été considérablement élargi cette année. Aujourd'hui, nous allons aborder notre activité en Syrie, en Afrique, les pays de la CUI, le City du Sud, en Abkhazie. Et bien sûr, je vais parler de notre travail dans les conditions de l'opération militaire spéciale. Hier, nous avons réussi à rapatrier 34 enfants de la Syrie. Mes employés ont travaillé dans les conditions les plus difficiles. Ces enfants se trouvaient dans les camps de réfugiés à nord-est de Euphrates. Après un examen médical, ils seront transmis à leurs proches en Russie qui leur attend. Nous coordonnons ce travail depuis 2018 en conformité avec le décret du président de la Russie. Nous évacuons les enfants des zones des conflits armés du territoire de la Syrie et d'Irak. Nous avons réussi à rapatrier 513 enfants. Nous allons continuer ce travail. Nous avons préparé le document pour 150 enfants, mais nous recevons de nouvelles requêtes des parents, des proches des enfants qui recherchent leurs enfants, leurs grands-enfants à nord-est de Euphrates. Nous continuons notre coopération humanitaire. J'ai effectué une visite en Syrie. Nous avons aidé aux asiles des enfants. Nous avons apporté beaucoup d'aide humanitaire. Nous allons continuer ce travail. Avec l'accord, le président et la bénédiction du patriarche Cyril, nous réalisons des projets humanitaires sur le continent africain. En premier lieu, dans le domaine de la santé des enfants et de l'éducation. C'est un nouveau volet du travail de notre appareil. Les détails de cette coopération ont été abordés sur notre plateforme humanitaire dans le cadre du sommet Russie-Afrique. Et avec l'Église orthodoxe russe, nous préparons l'ouverture des sièges humanitaires auprès des paroisses où les enfants et les familles peuvent obtenir l'eau, la nourriture, les médicaments, les vêtements. En outre, il est prévu d'organiser les courses du compte, de la lecture, d'écriture. Nous voyons beaucoup de potentiel dans l'ouverture des asiles pour des enfants. Nous avons commencé la réalisation de 4 initiatives, 3 au Kenya et une dans la République démocratique du Congo. Organisation d'une classe informatique dans une école philanthropique. Nous construisons des volaillers dotés d'incubateurs. Nous cultivons le maïs pour les familles avec des enfants. Nous coopérons aussi avec les pays de la CUI.
Cette année, cette coopération a été renforcée. La commission des commissaires aux droits des enfants des pays membres de la CEI, cette commission a été créée sur l'initiative de la partie russe. Les participants à la commission, ce sont les commissaires aux droits des enfants et d'autres mandataires de 6 pays, l'Arménie, le Biélorussie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, la Fédération de Russie et le Tadjikistan. La première session de la commission s'est tenue en juin. J'ai été élue sa présidente et le 1er novembre, nous allons tenir une autre session à Minsk. Nous allons aborder nos projets, partager notre expérience et bien sûr, nous allons présenter notre vision sur les questions pertinentes de la défense des enfants dans les pays divers. Nous continuons notre coopération humanitaire avec l'Abkhazie. C'est l'aide humanitaire, le travail avec les spécialistes. Dans les meilleurs délais, nous préparons une visite des spécialistes médicaux en Abkhazie, les spécialistes qui n'existent pas dans cette république. L'Ossétie du Sud, c'est une nouvelle direction de notre travail. J'ai visité cette république il y a récemment. Il y a des résultats concrets. Un groupe des enfants a visité notre colonie de vacances Posezavtra. 2 groupes des spécialistes médicaux ont examiné les enfants. Il y a beaucoup de besoins à cet égard. On prépare les groupes pour le traitement dans nos cliniques fédérales. Nous tenons des séminaires éducatifs pour nos collègues sud-ossetiens sur les nouvelles méthodes du traitement pour les enfants avec beaucoup de troubles. Nous livrons des médicaments, l'équipement pour la réhabilitation pour les enfants handicapés et beaucoup d'équipements qui est nécessaire pour le travail. Et je passe à notre direction de travail qui reçoit beaucoup d'attention, la protection des enfants au cours de l'opération militaire spéciale. Ce sujet a beaucoup changé, mais quelques tâches sont les mêmes. Ils sont liés à l'aide humanitaire aux enfants et l'assistance pour réunir les familles. J'ai visité les nouvelles régions 9 fois. Initialement, notre priorité était l'aide urgente aux enfants, mais à l'heure actuelle, conjointement avec les autorités, nous travaillons pour créer dans les nouvelles régions un système adéquat de la défense de l'enfance et nous réalisons nos programmes stratégiques. Début avril 2022, nous avons lancé l'action dans les mains des enfants pour prêter une aide ciblée, travailler et traiter les cas concrets pour les familles concrètes. Nous avons ouvert 5 sièges humanitaires dans les nouvelles régions et séparément à Mariupol. Dans le cadre d'action, nous avons organisé 27 convois humanitaires. Une aide ciblée a été prêtée à 12,8 000 personnes. Nous avons envoyé plus de 240 tonnes d'aide d'une valeur de 164 millions de roubles. Cette année, nous avons reçu 3 000 requêtes des familles. C'est une aide ciblée. Chaque mois, plus de 120 familles obtiennent cette aide. Ce sont les cas séparés quand les pères sont morts, quand il y a des familles nombreuses, nous achetons des maisons, nous achetons des voitures. Quand la famille, par exemple, s'élargissent, par exemple, dans la région de Zaporozhye, les proches sont morts et à part de 4 enfants, elle a pris 4 enfants de sa sœur. Et puis, ils avaient besoin d'une voiture et nous avons satisfait ce besoin. C'est un exemple de cette aide ciblée puisque c'est très nécessaire, c'est crucial pour ces familles. La vie paisible s'organise. Nous avons organisé une école d'art. Nous construisons des terrains de sport pour les enfants. Nous avons pris sous le patronage des établissements sociaux un nombre des maisons d'enfants dans 3 régions, dans la République de Donetsk, dans la République de Luhansk, à Zaporozhye. Et la chose la plus principale, c'est préserver l'infrastructure, ajouter l'équipement nécessaire pour travailler avec les spécialistes qui travaillent avec les enfants. À son tour, nous organisons des groupes qui examinent les enfants. Par exemple, quand nous avons visité la dernière fois, nous avons vu un garçon qui avait un retard de développement, mais il s'est avéré qu'il était sourd. C'est pourquoi il ne comprenait pas qu'il fallait faire et nous espérons que
après l'examen médical, il va commencer une autre vie. Les Nouvelles-Géorgiennes souffrent de l'agression militaire de la part d'Ukraine. Beaucoup des enfants sont morts, le nombre des blessés augmente, mais nous organisons l'aide médicale pour réhabiliter les enfants. Nous apportons les enfants dans les cliniques médicales. Nous achetons des équipements nécessaires. Par exemple, nous avons apporté un appareil pour le traitement des blessures. Beaucoup parmi vous ont entendu une histoire de Cyril, de 16 ans, qui était exposé au tir à Gorlovka. Et il a été gravement blessé. Sa mère m'a demandé de l'aider. J'ai rendu une visite à ce garçon. Maintenant, il est hospitalisé dans une clinique fédérale dans la région de Moscou. Il passe une réhabilitation, se sent mieux. Et pourquoi ceux qui ont suivi cette histoire, nous pouvons être contents ensemble. Nous développons dans les nouvelles régions les institutions des commissaires droits des enfants pour mener un travail systémique dans la région de Donetsk, dans la République de Luhansk. Nous avons ouvert ces institutions et dans d'autres régions, cette fonction est accomplie par les conseillers de profil des chefs des régions, mais nous espérons qu'il y aura des lois sur les commissaires aux droits des enfants. Nous réalisons nos programmes stratégiques, par exemple, jusqu'à la fin de l'année. Grâce à notre soutien, on va ouvrir 4 espaces pour les enfants. Ce sont les espaces où les adolescents peuvent passer leur temps avec la joie, avec beaucoup d'intérêt. Et ce sont eux qui choisissent les cours qui sont nécessaires pour eux. Par exemple, le centre à Belovodsk aura une vocation psychologique. Pour les familles qui élèvent les enfants handicapés, on va ouvrir à Luhansk un centre de séjour pour les enfants handicapés. Et ces centres seront ouverts sur tout le territoire de la République. Nous aidons les nouvelles autorités de bâtir le travail des organes de la carte, de la curatelle, de la tutelle. Nous formons les spécialistes qui travaillent dans le domaine d'enfance et nous allons organiser la formation pour ce spécialiste qui travaille avec les enfants qui ont des troubles du spectre autistique. Pour les adolescents qui ont survécu les hostilités et qui ont besoin de soutien psychologique, des séjours de réhabilitation post-AFTRA, 1989 enfants y ont pris part. Jusqu'à la fin de l'année, nous allons tenir 2 séjours de plus. Les enfants continuent leur communication après les séjours. Ils inventent de nouveaux projets et quelqu'un parmi eux viennent à ces séjours pour être les moniteurs de ces colonies de vacances. Nous invitons des psychologues, des pédagogues et les moniteurs pour aider aux enfants à s'adapter aux nouvelles conditions et faire la connaissance avec la Russie et trouver les possibilités pour bâtir leur futur et se faire des amis, choisir le métier et choisir l'université. Les colonies de vacances sont devenues une communauté. Fin novembre, il est prévu sur la plateforme de l'exposition internationale à Vdenka tenir un grand festival post-AFTRA. On continue la réunification des familles qui ont été séparées par les hostilités. Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a éclairci la position sur la réunification des familles. Nous nous avons jamais opposé à ce que des enfants soient réunis, si bien sûr c'est si déclaré. Il n'y aura pas jamais d'obstacle à cela. Et nous suivons cette position strictement. La réunification des familles séparées, c'est notre tâche depuis le début de l'opération militaire spéciale d'une manière consécutive et ouverte. Nous traitons les requêtes d'une manière opérative. Nous aidons dans les recherches des enfants si c'est nécessaire, mais les enfants, trop souvent, se trouvent avec leurs proches et leur lieu de situation est connu par leurs parents. Nous prêtons une assistance pour établir les documents. Nous accompagnons sur le territoire de la Russie la mère, la grand-mère. Nous aidons avec la traduction et la certification notariale des documents, les dépenses de transport, le logement dans l'hôtel, la nourriture, la communication mobile, avec l'analyse ADN, si il est impossible de confirmer le parentage par les documents. Et nous coopérons notre activité avec le Comité international de la Croix-Rouge. Nous avons bâti un canal de communication avec la partie ukrainienne, avec les mandataires pour échanger d'informations, vérifier les données et coordonner le processus de la réunification. Nous recevons
32 requêtes à travers ce canal. Nous traitons ces cas et je remercie cette partie pour la coopération opérative. Nous avons mis au point l'algorithme de la réunification des enfants avec leurs familles. Premièrement, la réception du nom complet de l'enfant recherché et des données du requérant et le lieu de situation présumable. Chers collègues, il est à souligner, dans les listes, nous accordons beaucoup d'attention à ceux qui recherchent l'enfant. Si nous avons une liste avec le nom complet de l'enfant, cette liste est incomplète. On ne peut pas vérifier ce document si l'enfant se trouve sur le territoire de la Russie ou, par exemple, c'est une fausse requête. Et selon le président, nous travaillons dans le cas où l'enfant est recherché par les proches ou les parents. Nous envoyons une requête au ministère des Affaires intérieures pour préciser le lieu de situation de l'enfant ou dans d'autres ministères de la Russie ou dans d'autres pays. Si l'enfant se trouve en Russie, l'appareil du commissaire envoie une requête dans l'entité de la Fédération de Russie pour voir le mineur et préciser l'information. Puis, en harmonisant la position et la liste des documents avec les autorités russes, puis on envoie en Ukraine une requête pour obtenir les documents nécessaires pour réunir les familles, et puis on harmonise avec la partie ukrainienne les détails du transfert, et si nécessaire, on coopère avec le Comité international de la Croix-Rouge. Avec les volontaires, avec les médiateurs, nous recevons les listes, mais le problème clé est que l'information dans ces listes est parfois non vérifiée et n'est pas actuelle. S'il y a des données d'un parent concret, d'un proche concret, on peut élaborer les détails et travailler ensemble. Dans 1 ou 2 mois, il est possible de harmoniser toutes les questions et se mettre d'accord sur le transfert. S'il n'y a pas de barrière juridique, s'il n'y en a pas, le processus peut prendre plus de temps. Parfois, on utilise la frontière entre la Russie et la Lettonie, la frontière entre la Russie et l'Estonie pour transférer les enfants ou à travers la Biélorussie directement en Ukraine. Ce sont les parents ou les proches qui peuvent venir chercher les enfants. Grâce à notre participation, 35 enfants de 24 familles se sont réunis avec leurs proches qui habitent en Ukraine et dans d'autres pays. Cela sans tenir en compte les enfants qui ont été envoyés par leurs enfants en 2022 dans les maisons de repos dans la République de la Crimée et de la région de Krasnodar, et je vais parler de leur réunification un peu plus tard. Je voudrais partager une histoire. Nous avons transmis le grand-fils à sa grand-mère. La situation est que le fils est venu avec sa mère. La mère a été mise en examen et le fils a été placé dans un orphelinat et la grand-mère a établi la tutelle. Nous avons transféré le garçon à sa grand-mère et j'espère que bientôt ils vont gagner l'Ukraine. Nous avons aidé à réunir un garçon et sa mère à cause d'un trouble médical. Le fils a été placé dans une asile. Ils ont été séparés par les difficultés, mais sa mère a déclaré qu'elle voulait venir chercher son fils. Nous avons travaillé avec la partie ukrainienne. Nous avons harmonisé les listes des documents nécessaires. Nous avons accompagné sa mère. Nous avons aidé avec le transfert et puis ils vont aller en Ukraine. Et nous traitons chaque cas. S'il y a l'information concrète, si sont les listes vagues, les accusations vagues qui n'ont pas de base, nous n'allons pas traiter ce cas puisque nous n'avons pas de ressources à cela. Si nous recevons des listes inadéquates des noms, et selon la pratique, parfois ce sont les fausses requêtes. Il y a quelquefois notre appareil a appelé les téléphones que nous avons été donnés et ce sont parfois les enfants qui se sont déjà réunis avec leur famille ou par exemple des proches qui se trouvent dans les pays de l'Union européenne et parfois des gens sont grossiers avec nous. C'est pourquoi parfois ils n'ont pas besoin d'aide et il est nécessaire de comprendre que la majorité écrasante des cas, l'enfant se trouve avec un proche ou un parent. Ce sont les litiges familiaux
quand la mère, par exemple, est en Ukraine, le père est en Russie ou vice-versa, ou par exemple, le fils avec sa grand-mère, il faut retourner le fils en Ukraine. C'est pourquoi chaque cas est contrôlé par nous. Il y a des difficultés qui sont liées avec le manque des documents nécessaires, les argent pour le transport ou par exemple les litiges familiaux, quand par exemple deux mariés ne peuvent pas définir avec qui l'enfant doit habiter. Et parfois, nous avons transféré la mère de l'Ukraine puisque le fils était en Russie avec le père et le père ne voulait pas aller en Ukraine. Et puis, pendant une conversation avec le fils, nous avons décidé de rapatrier le fils, le père en Ukraine et nous avons aidé à ce processus. Nous travaillons dans le cas quand il est impossible de vérifier le parentage par les documents. Fin août, nous avons aidé à réunir un garçon avec la grand-mère de l'Ukraine. La grand-mère était incapable de venir chercher son grand-fils qui se trouvait dans un pensionnat puisqu'il était impossible de vérifier le parentage par les documents, puisque dans l'acte de naissance, le père a été écrit avec le nom de la mère. J'ai visité les régions de Kherson, j'ai transmis le fils à sa grand-mère et je voudrais partager quelques vidéos sur ce sujet. Bonjour, bonjour mon chéri. Ma mamie, je t'ai manqué, tu m'as manqué. Merci. Dieu merci. Merci beaucoup. Mon chéri, merci beaucoup. C'est pour toi. Tu es mon chéri. Je t'ai manqué? Tu m'as manqué? Je suis arrivée pour t'emmener, comme je t'ai promis. Nous rentrons chez nous? Oui, bien sûr. Oui, mon chéri. Merci beaucoup à vous. Merci. Une telle grande petite joie. De manière régulière, nous publions des histoires sur la réunification familiale sur notre site web, dans les réseaux sociaux. Si un parent veut rejoindre ses enfants, nous allons aider. C'est très important. Très souvent, les parents, les proches viennent chercher les enfants par le biais des bénévoles et plus tard, avec le soutien des services de frontières, nous assistons, nous facilitons la réunification parce qu'il y a des légendes, des mythes racontés par les autorités ukrainiennes. Ces mythes sont répétés dans les services de frontières. Les gens essaient de se faire passer pour quelqu'un d'autre et plus tard, ces gens, ces parents nous adressent et nous demandent de les aider et nous essayons de régler ces problèmes. C'est pourquoi, chers collègues, nous vous demandons d'utiliser les chaînes officielles. Le mécanisme est déjà bien structuré, bien organisé et nous sommes prêts à contribuer à la cause commune de la protection des droits de l'enfant. Nous vous appelons à l'utilisation des chaînes officielles. Il existe des cas quand les proches, les parents essaient de kidnapper les enfants en violant la loi. En Ukraine, les autorités ne fonctionnent pas de manière cohérente, ce qui complique la situation. L'Ukraine a sorti de la Convention de Minsk des rapports légaux en matière des affaires civiles, pénales, et cela complique également la situation. Quand il s'agit des enfants, nous ne devons pas brûler de ponts, mais nous devons construire les nouveaux ponts. Les hostilités séparent des familles et nous recevons des requêtes liées à la réunification familiale, réunification des enfants qui se trouvent en Ukraine. Récemment, nous avons réuni une fille et sa mère. Une fille se trouvait en Ukraine avec son père et plus tard, les autorités de la prévention de la négligence des enfants ont placé cet enfant sous la tutelle d'un orphelinat, mais maintenant, sa mère lui a rejoint.
Dans le contexte de l'escalade sur la ligne de front, les parents ont envoyé leurs enfants pour en été dans les colonies de vacances, dans les maisons de repos en Crimée, dans les régions de Krasnodar. Il y avait des problèmes financiers, des problèmes liés à la traversée des frontières, des problèmes liés au fait que les hommes jeunes ne pouvaient pas traverser la frontière et quitter l'Ukraine. C'est pourquoi les parents ne pouvaient pas ramener les enfants tout de suite. À la date du 3 avril, il y avait 38 enfants. En avril, il y en avait 6 et en mai, seulement 3 enfants. La décision de prolonger le séjour des enfants dans les colonies de vacances était prise par les parents. Et pour le moment, ce n'est qu'un adolescent qui se trouve en Crimée avec l'accord de leurs parents parce qu'il fait ses études dans une université russe. Je pense que nous pouvons tourner cette page. Les enfants avaient la possibilité de contacter, de communiquer avec leurs parents. Ils maintenaient tous les contacts avec leur famille. Ce n'est qu'un adolescent de 17 ans qui fait ses études maintenant et qui va faire sa choix dans un avenir. Beaucoup de vous ont suivi l'histoire de 13 enfants du pensionnat correctionnel de Kupiansk qui étaient trouvés par nos militaires en automne 2022 dans les sous-sols. Et seulement 3 enfants avaient les documents. Le reste des données étaient enregistrées d'après les témoignages de ces enfants. J'ai visité la RPL, j'ai échangé avec mes collègues et pour le moment, tous les enfants sont emmenés chez ses parents. Un cas a été traité par nos services. Une mère nous a appelés et nous a dit qu'elle vient chercher ses enfants avec des bénévoles et elle a besoin de notre aide. Et tout de suite, j'ai appelé cette école à Lugansk. J'ai eu un entretien, une conversation très touchante. Et plus tard, nous avons facilité le processus de la réunification familiale. La mère nous a remerciés et elle a dit à tous les autres gens, elle a parlé de cette histoire, mais après avoir traversé la frontière, la situation a changé drastiquement et sa rhétorique a changé. Ce sont des mères qui peuvent être intimidées très facilement et elle essaie de ne pas causer, ne pas provoquer de problèmes. Une assistance cruciale est accordée à nous par le CICR. Il accompagne les familles, les parents à Biélorussie, en Russie, mais les représentants de l'Ukraine travaillent à contre-cœur. Et chers collègues, si vous voulez contribuer à notre cause, vous pouvez utiliser notre site, notre chaîne officielle. Ce sont nos partenaires. N'ayez pas peur. J'étais surprise par une déclaration récente du HCDH des Nations Unies. Elle a dit que les Nations Unies sont préoccupées par l'absence du système adéquat de la rentrée des enfants ukrainiens. Nous travaillons avec nos partenaires du CICR, mais malheureusement, nous entendons sans cesse des accusations et du mécontentement. Vous pouvez suivre la chaîne de nos actions, tout est transparent et je voudrais souligner qu'il existe une assistance de la part du Qatar. C'est un premier pays qui est devenu notre partenaire officiel en cette matière. Je vais aborder le sujet de notre coopération plus tard. Mais cela nous aide à comprendre toutes les étapes de ce processus. Si les gens veulent régler le problème, ils le font.
Malheureusement, l'Ukraine politise cette situation, crée le système des mythes, le dit bulle d'informations autour de notre activité sur la protection des gens dans des nouvelles régions dans le contexte de l'opération militaire sociale, ce qui provoque l'absence, la manque de confiance de la part des parents envers notre activité. Par exemple, l'Ukraine publie l'information sur les enfants ukrainiens prétendument recherchés sur son site, les enfants de guerre, mais il y a beaucoup d'incohérences, de mensonges sur le site. Premièrement, beaucoup d'enfants se trouvent déjà chez eux. Une partie des enfants ont été emmenés chez eux grâce à notre soutien. C'est pourquoi, chers collègues, il est nécessaire de vérifier toute l'information publiée sur des sites web et dans les réseaux sociaux. Lors de la conférence de presse dernière, je vous ai présenté notre bulletin et aujourd'hui, vous pouvez faire connaissance avec un nouveau bulletin. Il est disponible en anglais, en russe. Vous pouvez le trouver sur notre site web, dans les réseaux sociaux. Vous pouvez l'utiliser, le propager parmi vos abonnés, vos lecteurs. C'est une source de vérité. Chers collègues, nous tous sommes égaux devant le Seigneur. Il n'existe pas de nationalité pour lui. Peu importe si c'est un enfant d'Abkhazie, de Ossétie du Sud, de Russie, il a besoin du chaleur de sa famille et nous ne tenons pas en compte de nationalité, de religion, des opinions. Je me suis presque habituée au fait que notre information, prouvée par les faits concrets, est ignorée par les personnes malveillantes et nos mesures visant la protection des enfants sont considérées comme le génocide. Le 19 septembre 2023, le secrétaire général a dit « Nous connaissons les noms de milliers, de centaines des enfants et nous avons l'information sur plusieurs mille des enfants kidnappés par la Russie. » Pardon, c'était les paroles de M. Zelensky. Ce n'est qu'un mythe, ce n'est qu'une légende et il est très simple, très facile de le vérifier en utilisant les chaînes officielles. Les accusations de la CPI s'appuient sur ce mensonge. Vous pouvez faire un choix, vous pouvez raconter la vérité à vos abonnés ou vous pouvez contribuer à cette propagande de la désinformation. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Les représentants des médias, vous pouvez poser vos questions maintenant. Les représentants de TASS, la parole est à vous. Dans votre accoudoir, vous pouvez trouver des micros. Maria, la commissaire aux droits de l'enfant, crée des espaces pour des adolescents en Russie et vous avez dit que 4 espaces adolescents seront ouverts dans les nouvelles régions. Je viens de la RPD et nous avons besoin de plus d'espace pour des adolescents. Et quels sont les objectifs clés de ce programme, de cet espace? C'est notre programme stratégique. Nous ne distinguons pas les nouvelles régions. C'est un programme visant tout l'ensemble du territoire de la Russie. C'est une possibilité pour des adolescents de passer leur temps de manière interactive, utile. Et chaque centre a ses propres intérêts. Quelqu'un a besoin des terrains de sport, quelqu'un a besoin des cafés, par exemple. Et chaque fois, nous nous orientons, nous mettons l'accent sur les intérêts des enfants et nous allons élargir cette stratégie. L'année suivante, nous avons organisé une compétition pour
ouvrir plus de centres pour des adolescents, mais les nouvelles régions seront notre priorité. Nous allons poursuivre. Oui, bien sûr. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, Maria. Le président russe a comparé le blocus du Gaza avec le blocus de Leningrad et l'Occident dirigé par les États-Unis justifie ce blocus. Comment caractérisez-vous cette situation et est-ce que vous aidez les enfants de Gaza? Pour le moment, nous n'avons pas de requête concernant l'aide à la bande de Gaza. En ce qui concerne les commentaires, ce n'est pas mon filier, mon profil. Nous occupons de l'assistance aux enfants, l'assistance humanitaire, et s'il y a des requêtes, nous allons contribuer. Alessia Voronova, RIA Novosti. Maria, vous avez dit que vous avez ramené 34 enfants des camps de réfugiés de la Syrie. Je voudrais savoir les détails. La situation actuelle est très difficile sur le terrain. Le processus de la rentrée de ces enfants était très difficile pour notre équipe. Le terrain d'atterrissage était bombardé sans cesse et il y avait des bombardements continus et nous avons pensé que nous ne serons pas aboutir à emmener les enfants. Pour le moment, les spécialistes, les psychologues travaillent avec ces enfants. Nous essayons de les aider à se rétablir et chaque enfant doit avoir un plan de réhabilitation médicale, sociale, éducatif et naturellement, il existe des lacunes en matière de l'éducation et ce sont les proches des enfants qui aident, qui viennent chercher les enfants, mais souvent, de temps en temps, ce sont des pères ou des mères qui viennent chercher les enfants. Il est très important que ce processus de réhabilitation soit efficace parce que emmener les enfants, ce n'est qu'une partie de notre travail et une autre partie, c'est les aider à se rétablir. Je voudrais faire partie de mes impressions. Une petite fille m'a dit « Mais ma mamie, elle va venir m'emmener. » Les enfants ont des besoins premiers. J'ai offert de la nourriture, des produits alimentaires aux enfants et ils refusaient. Nous devons commencer par la satisfaction des premiers besoins et après, nous devons faciliter le processus de réhabilitation des enfants. Je représente la Repubblica l'Italie. Bonjour, Maria. Vous avez eu la rencontre avec le cardinal Matteo Zuppi le juin et il a abordé le sujet des enfants ukrainiens qui vivent maintenant en Russie. Le cardinal Zuppi doit rentrer à Moscou. Est-ce que vous envisagez d'organiser encore un entretien avec il? Et est-ce qu'il existe un accord sur la rentrée de ces enfants en Ukraine? Et dans ce cas-là, combien d'enfants vont être ramenés en Ukraine? Et est-ce que vous pouvez commenter l'article publié dans le Financial Times?
Nous avons eu une rencontre avec le cardinal. En ce qui concerne une rencontre suivante, nous n'avons pas considéré cette possibilité. J'espère à la coopération efficace. Je ne vais pas vous donner des détails parce qu'il s'agit des enfants, mais nous coopérons de manière très efficace, très active, et je remercie le Vatican d'avoir accordé une attention particulière à ce sujet. En ce qui concerne la réunification familiale, j'ai déjà parler à ce sujet. Le Qatar est notre partenaire et nous avons compris qu'il essaie de s'engager activement dans ce processus, dans ce projet, et plus tard, nous allons faire part de nos résultats. Et maintenant, Russkiye Soobщества. Bonjour, Valérie Lebediev. Maria, votre travail est vraiment héroïque. Depuis 30 ans, j'ai traversé 1,5 million de kilomètres et je n'ai jamais vu une chose pareille. Ce que vous faites pour les enfants en détresse dans le contexte de la propagande de LGBT. Mais il existe un groupe des enfants qui ont besoin de notre protection. Ce sont des enfants, des petits-enfants de nos compatriotes. Il existe environ 270 millions de personnes russophones. Et en dehors de la Russie, il y a plus de 100 millions de nos compatriotes, y compris les enfants. Et ça fait déjà environ 45 minutes que nous avons cette conférence de presse. C'est presque une durée de cours à l'école. Et les enfants de nos compatriotes nécessitent la protection. En Ukraine, ceux qui sont nés dans ce siècle s'opposent contre nous, se lèvent contre nous. Et les enfants de nos compatriotes qui se trouvent à l'étranger se transforment dans nos ennemis sous l'effet de cette propagande nuisible. Comment pouvons-nous protéger nos enfants des grands-mères trop bons, disons? Parce que leur tutelle peut être nuisible aux enfants, parce qu'ils ne peuvent pas se grandir en tant que gens indépendants. Et ces gens deviennent faibles, très faibles, mais la génération qui était née après la guerre était plus forte. Nous aimions beaucoup nos grands-mères qui étaient très jolies pour tout le monde. Bien sûr, on veut aider tout le monde. Ce sont beaucoup de sentiments, mais le choix des représentants légaux, les enfants se trouvent avec leurs proches, avec leurs parents, et c'est leur choix et leur responsabilité avant tout. En ce qui concerne notre participation, je voudrais citer un exemple des enfants ukrainiens qui se trouvent à l'Union européenne maintenant et qui se heurtent au problème de la juridiction juvénile. Et à part de l'aide juridique, nous ne pouvons pas aider puisqu'ils n'ont pas de citoyenneté. Ces familles n'ont pas obtenu la citoyenneté. C'est pourquoi nous voyons ce qui se passe dans ces pays. Nous voyons la pression auquel sont exposés nos enfants. Nous avons tranché le problème de la persécution de bullying des enfants. Nous avons reçu beaucoup de requêtes, mais à part des requêtes, des appels aux organisations internationales différentes et
sauf d'attirer attention à ce problème, nous nous sommes convenus avec M. Lavrov qu'auprès des ambassadeurs, nous allons soutenir et aider à créer de nos écoles russes et ainsi des chaînes de communication avec les compatriotes. Et les cas qui ont trait aux enfants, nous allons contrôler ces cas et aider. En ce qui concerne les grands-mères, c'est une question philosophique, une question comment les grands-mères élèvent ses grands-fils. La grand-mère était un exemple du soin et on se souvenait l'odeur des blinis que préparait notre grand-mère. Mais c'est la question que si ce sujet est nécessaire pour vous, si c'est important, on peut contrôler cette situation. Par exemple, en Russie, on peut créer un projet pour sensibiliser la population avec ce sujet et élaborer la question de la conduite des grands-mères avec ses grands-enfants. La parole est aux médias américains, NBC, s'il vous plaît. CBS. Alors, CBS, en premier lieu. Bonjour, avant tout, je voudrais vous remercier. Vous avez déjà répondu à notre question dans votre partie initiative. Vous avez mentionné que le HC de H sont préoccupés par le fait qu'il n'y a pas d'un système ADK de la rapatriation des enfants ukrainiens. Pourrez-vous, encore une fois, parler en plus de détails comment communiquez-vous avec la partie ukrainienne en ce qui concerne la rapatriation des enfants? Comme je l'ai déjà dit, nous communiquons avec un département de profil. Je ne peux pas dévoiler avec qui nous communiquons. Nous protégeons cette chaîne d'une manière très active, mais je peux vous dire que c'est un département de profil qui tranche ces problèmes. Et à travers une chaîne officielle, nous avons reçu 32 requêtes. Ce sont les cas concrets, ce sont les proches concrets. Et chaque semaine, mon appareil, mes services, avec les services de ce département, traitent chaque cas séparément. J'ai entendu à plusieurs reprises que s'il n'y a pas un document, on doit l'établir. On décide quel corridor humanitaire on doit utiliser, quelle famille on accompagne, quelle aide on doit prêter à une telle ou telle famille, quel hôtel choisir pour accompagner les familles. Par exemple, la grand-mère est venue chercher son grand-fils. Peut-être on pouvait choisir un hôtel pour organiser ce logement pour qu'il puisse se reposer et puis aller en avant. La chose la plus principale, c'est la requête à travers la chaîne des bénévoles ou des organisations internationales et nous recevons des requêtes de la part des familles, des proches et après la réception de cette requête, nous vérifions cette requête et puis on forme un paquet de documents et puis après nous accompagnons à travers les corridors humanitaires ces familles avec les enfants. Nous coopérons avec le Comité international de la Croix-Rouge pour qu'ils ne s'inquiètent pas, puisqu'il y a beaucoup de fausses nouvelles, beaucoup de histoires épouvantables, et parfois ces mères ont beaucoup de peur, puisqu'ils ne savent pas que deviendra avec leurs enfants. Il était nécessaire de tenir ce briefing pour déclarer que nous sommes ouverts pour réunir les familles. En retournant, ils parle des histoires qui ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi nous coopérons avec le Comité international de Croix-Rouge, le Qatar, le Vatican. Ils joignent notre travail. Il est nécessaire que la population voit que tout est normal, tout va très bien, qu'il n'y a pas des milliers, des centaines de milliers d'enfants qui sont déportés ou qui se trouvent d'une manière forcée en Russie. S'il vous plaît. Здравствуйте. Армянская редакция ПАСТ. Bonjour, la rédaction arménienne PAST. Merci pour l'information très détaillée et vous avez déjà noté que tous sont égaux devant Dieu. Il n'y a pas de nationalité pour le Seigneur. Je voudrais
aborder la question des enfants de Haut-Karabakh qui ont survécu le stress il y a 2 fois, en 2020 et maintenant, cette année. Je voudrais citer un exemple de 2 frères qui ont été tués, 8 ans, 10 ans. Il y a beaucoup d'exemples pareils, mais c'est une histoire la plus tragédique puisque le 3e frère a été gravement blessé. Bien sûr, les enfants possèdent des gadgets, ils regardent la télévision, ils sont au courant de la situation. Et les familles qui ont tâché de traverser la frontière, ils ont survécu beaucoup des horreurs. Et les personnes qui habitent ce territoire, ils parlent la langue russe très bien. Ils sont proches de la culture russe, mais dans un avenir très proche, ils vont venir en Russie pour y habiter puisque leurs proches, après la première guerre au Karabakh, ont choisi la Russie pour y habiter. Il y a beaucoup d'aspects pourquoi ils veulent choisir ce pays. Et je voudrais une demande au service fédéral migratoire de transmettre l'information sur les enfants qui vivent en Russie maintenant et, si possible, de partager cette information avec nous, avec les organisations arméniennes en Russie, pour que nous puissions joindre ce travail et aider si nécessaire. Et si vous avez la volonté et les ressources pour aider ces enfants en Arménie, peut-être on pourrait contacter l'un de vos collègues et traiter ce cas et creuser le format d'aide puisque l'aide psychologique est cruciale pour les enfants. Merci. Je vous remercie pour votre proposition. Je pense que c'est fusible. On peut demander ces données, bien sûr, mais il y a des questions des données personnelles. Mais je pense qu'on peut discuter de ce sujet. Et nous avons proposé notre aide. Le ministère des Affaires étrangères a joint ce travail puisque le sujet de Haut-Karabakh est très proche. Un de mes collègues est arménien. C'est pourquoi, s'il y a des cas où nous pouvons aider, nous allons le faire, bien sûr. Agence France-Presse. Да, хорошо. Vous pouvez parler plus hautement? Merci beaucoup pour votre rapport. Il y a beaucoup de chiffres qui sont clairs. Mais il y a une question quand même. Je vois les données sur les enfants non accompagnés de Mariupol. Et y a-t-il des chiffres des enfants qui se trouvent sous votre contrôle de 5 régions qui sont devenus les enfants négligés ou qui sont reconnus comme les orphelins? Ou par exemple, il y a des difficultés avec la communication avec les partis ukrainiens. Peut-être vous avez décidé que vous se méfiez d'une demande concrète, d'une chaîne concrète. 4 régions sont devenues une partie de notre vaste pays. Et les enfants négligés n'existent pas dans notre pays. Ils ont des représentants légaux comme les chefs de l'établissement ou ils se trouvent dans les familles d'accueil des formats différents. Ce qui concerne les enfants de Mariupol ou le groupe qui sont nommés dans le bulletin, nous avons décrit beaucoup de choses. Nous avons écrit tout cela d'une manière très détaillée, mais la chose la plus principale, c'est qu'il est nécessaire de créer pour les enfants le milieu familial. C'est la priorité de notre pays. La socialisation, que selon la Convention internationale, la famille, c'est la priorité pour l'enfant. Nous suivons ce principe et nous
appliquons beaucoup d'efforts pour placer ces enfants dans les familles d'accueil, ce qui ne limite pas leur retour chez leurs proches ou les parents s'y déclarer. Et parmi ces listes que nous recevons, il y a des cas séparés, des cas uniques, par exemple avec la mère de la région d'Erson qui a réussi à venir chercher et prendre son fils, mais si les proches sont déclarés, nous traitons ces cas, mais tous les enfants se trouvent dans les établissements sociaux avec les maîtres qui prennent soin de ces enfants. Mais si possible, nous allons faire beaucoup de plus. Nous ne faisons pas cette statistique. Vous pouvez voir les rapports du ministère de l'Éducation qui va être publié très bientôt sur chaque région de la Russie. Il y aura la statistique dans les bases de données des enfants qui ont le statut des orphelins qui se trouvent dans les établissements sociaux, puisque ces données sont renouvelées très souvent. Beaucoup d'informations se changent tout le temps et fixer une formation correcte, il n'y a pas de raison à faire cela. NBC News, les États-Unis. Il est plus jeune que moi. C'est pourquoi, oui. Mais cette année, nous vous avons demandé sur le sort des enfants de la maison d'enfants de la région d'Erson et vous avez répondu que ils étaient évacués en Crimée et vous recherchez ses proches. En août de cette année, le sénateur de la région d'Erson, Konstantin Basyuk, a écrit que les enfants reviennent chez soi dans la région d'Erson, mais dans un bâtiment nouveau. Dites-nous, est-ce que ce mouvement a été effectué? Et est-ce que vous continuez les recherches de ses proches et est-ce que vous avez réussi à trouver quelqu'un? Ces enfants sont contrôlés par nous. Ils se trouvent en Crimée à l'heure actuelle. Et récemment, il y a eu un groupe de spécialistes médicaux qui les examinaient, puisque la majorité des enfants, c'est le 3e ou le 4e groupe de la santé qui ont beaucoup de troubles, des pathologies qui ont besoin d'un traitement systématique. Et les enfants de la première ou de deuxième groupe n'exigent pas ce traitement. En ce qui concerne la région d'Erson, nous supervisons ce processus. Nous construisons un bâtiment où les enfants seront placés. Peut-être jusqu'à la fin de l'année, ce serait possible en ce qui concerne les recherches des proches. J'ai vu ces listes, par exemple la mère que j'ai évoquée aujourd'hui qui a réussi à venir chercher son grand-fils qui avait beaucoup de troubles. C'était sa mère qui était présente dans sa liste. C'est pourquoi, quand il y a des cas pareils, nous traitons ces cas. Je voudrais parler dans notre cas. Nous avons trouvé une mère dans la région d'Erson qui a placé un enfant dans un établissement social. La situation est devenue mieux pour sa mère. Nous vérifions cette information à l'heure actuelle et cette mère est prête à prendre son fils maintenant et nous aidons cette mère avec les questions de logement puisqu'elle a donné naissance au deuxième enfant, puisqu'il est nécessaire de créer un milieu familial pour l'enfant. Quand la famille ou les proches sont déclarés, on traite cette question, mais les enfants se trouvent dans les établissements sociaux il y a très longtemps. L'année 2020-2021, ce ne sont pas les enfants qui ont été placés pendant l'opération militaire spéciale, ce sont les enfants qui s'y trouvent il y a très longtemps. S'il vous plaît, présentez-vous. Il y a quelques questions de plus, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci. Je vous remercie, Madame Lvova, pour cette occasion de communiquer avec nous comme les adultes sur les problèmes de ces enfants. C'est une belle occasion et j'espère avoir plus de ces rencontres puisque
Notre service est pour enfants. J'ai 2 questions, si vous permettez. Je suis le correspondant de le journal URSS de la République, d'une des républiques. Ce bulletin est distribué dans les pays de la CEI et à l'étranger. J'ai vu que vous publiez ce bulletin en anglais. Merci beaucoup pour cela. Peut-être on peut traduire ce bulletin en ukrainien, en langue tadjik. Les enfants de 30 à 35 ans qui sont nés dans les pays de l'URSS pourraient lire ce bulletin sur la langue natale de ces enfants. Selon la législation, quelques personnes adultes comme nous, ont été déportées pour 25-50 années de la Russie. Selon la loi 114 de la gestion de la Fédération de Russie, je ne veux pas condamner ceux qui ont commis un crime, mais la majorité de ces accusés ont les familles avec les enfants de 1 ou 2 ans. Et ils possèdent un acte de naissance. Nous sommes les adultes dans ce siècle et nous restons ces enfants sans la patrie, sans la citoyenneté. Et si les parents sont envoyés pour les 50 années en exil, ils reviennent après 50 ans chez un enfant qui sont les pensionnaires déjà. Et j'ai plusieurs documents, je peux les transmettre à vous. Je serai très reconnaissant. On peut les aider ensemble. Quels sont les articles selon lesquels on peut exiler les personnes russes de ce pays pour 25 ou 50 années? Et pourquoi nous laisserons les enfants russes sans les parents ou sans les proches pour tant de temps? Je vous remercie. Aussi, en ce qui concerne la traduction de notre bulletin, nous serons très reconnaissants. Plus de distribution, tant mieux. Le premier bulletin a été traduit en plusieurs langues, mais ce bulletin, si vous pouvez nous aider, nous serons très reconnaissants. En ce qui concerne la déportation, je ne peux pas commenter cette situation puisque ce n'est pas mon profil et je ne suis pas prête à commenter cette situation. En ce qui concerne les cas séparés sur les enfants, nous traitons ces cas. Par exemple, quand la mère a été déportée, l'enfant a été laissé seul, il a été accueilli par une autre famille et bien sûr, nous comprenons que la mère devait venir chercher son enfant malgré toutes les difficultés et nous avons réussi. La mère s'est retournée en Russie après quelques années avec son enfant. Et si vous avez des documents respectifs, tant mieux. Et peut-être, par exemple, Madame Nazarova, c'est mon conseiller sur les cas juridiques, sur les cas légaux. Par exemple, vous pouvez vous présenter, vous pouvez discuter tout cela avec elle. Je représente des médias japonais. Aujourd'hui, nous avons parlé beaucoup de l'Ukraine, mais je voudrais aller en détail en ce qui concerne les enfants ukrainiens. Vous parlez de la protection et vos opponents dites que ce sont des déportations. Comment qualifiez-vous ces déclarations? Est-ce qu'il y a une raison pour considérer vos actions légales si les parents et les enfants ne sont pas heureux
de votre travail, de vos actions. En ce qui concerne votre première question, ce n'est qu'une propagande politique, ce n'est qu'une guerre d'information et les enfants, ce sont un instrument qui provoque beaucoup d'émotions chez les gens ordinaires et les larmes des enfants provoquent des émotions très fortes chez les gens ordinaires. Imaginez-vous, il y a un enfant, nos militaires le déportent en Russie, le ramènent en Russie contre son gré. Est-ce que vous imaginez notre travail comme ça? En ce qui concerne nos actions, nous considérons que ce sont des actions justifiées et légitimes parce que dans les situations difficiles, des enfants restent non accompagnés et nous devons les aider, les sauver des bombardements, les assurer des conditions qualitatives de vie, de logement. Et je pense qu'il n'y a pas de doute par rapport à ce sujet. Mais si les parents, les proches des enfants viennent les chercher, nous sommes prêts à les aider. Nous sommes complètement ouverts. Et s'il y a des milliers d'enfants déportés, alors il existe peut-être des milliers de parents de ces enfants déportés qui les recherchent. Nous vivons dans le siècle, dans l'époque des informations. Montrez-moi où sont les parents de ces enfants déportés. J'ai vu une mère au sein du Conseil de sécurité. Sa fille n'était pas déportée seule, mais avec sa tante. Et c'est juste un seul cas que je connais qui était couvert par l'organisation internationale. Cette fille a été trouvée par ses parents, par sa grand-mère. Nous avons facilité le processus de la réunification familiale, de la rentrée chez eux. On peut parler de cela sans cesse et on peut propager le mensonge sans cesse. Je peux vous former des milliers de listes sans preuves réelles, mais nous devons s'appuyer sur des preuves, sur des faits réels. Si vous avez des cas particuliers, des cas concrets, alors nous allons vous aider. Mais si on dit juste qu'il existe des dizaines de milliers d'enfants déportés, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous devons traiter les cas réels. L'Ukraine a couvert dans l'organisation internationale juste un seul cas de la déportation. Si vous m'avez donné les faits réels, je n'aurais opposé. Mais nous vérifions l'information. À part ça, nous luttons contre les fausses informations, contre les attaques. Nous faisons face aux difficultés liées aux peurs des parents, aux obstacles créés par des bénévoles. Nous suivons les principes de la transparence et de l'ouverture. Je réitère, chers collègues, s'il y a des cas particuliers, concrets, nous allons travailler et nous pouvons le faire ensemble même. Merci beaucoup. Et maintenant, NBC, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais vous pouvez parler plus haut. Non, essayez encore une fois. Merci beaucoup. Cette question a été déjà posée.
Nous revenons au sujet de l'adoption des enfants déportés des territoires de l'Ukraine après le lancement de l'opération militaire spéciale. Est-ce qu'il existe des statistiques concrètes, le nombre, les chiffres par rapport à ces enfants? Et est-ce qu'il y a des détails des enfants qui étaient mis sous la tutelle en Russie? Premièrement, nous n'avons pas d'adoption. C'est un fait très important parce que l'adoption prévoit le fait que quand un enfant devient lié par sang, il devient un membre de famille légitime. Mais nous nous occupons de la tutelle ou de la curatelle. Nous suivons les principes de la Convention relative aux droits de l'enfant. Les statistiques ne sont pas changées. Nous avons 380 enfants, mais ce ne sont pas les enfants ukrainiens parce qu'ils viennent des nouvelles régions et les chefs des nouvelles républiques nous ont demandé de faciliter ce processus et après le référendum, quand ces territoires sont devenus la partie de notre pays, nous nous sommes occupés de ces cas. Dans un groupe des enfants était un enfant qui est maintenant mon fils. Nous traitons les cas de 2 enfants. Premièrement, c'est une situation avec la famille d'accueil, avec un frère et une fille. Je ne vais pas vous donner les noms exacts. Cette information existe sur l'Internet. Leur mère se trouve dans l'Union européenne et elle veut emmener ses enfants. Son fils veut aller dans l'Union européenne, mais nous comprenons que la femme a mis ses enfants sous danger quand elle les a quittés et est partie en Union européenne. Elle veut emmener l'enfant, mais elle ne veut pas aller en Russie pour ramener ses enfants. Nous comprenons que le fils n'oppose pas à la réunification avec sa mère et il n'existe pas d'obstacle légal. Nous tenons en compte la position de l'enfant et nous essayons de satisfaire les demandes. Un autre cas, une fille qui se trouve en Ukraine dans une famille d'accueil et nous étions prêts à organiser une téléconférence entre cette fille et ses proches, mais les parents, nous avons perdu les contacts, les liens avec ses parents. C'est pourquoi le processus est arrêté pour le moment. Mais nous effectuons des visites dans les 19 régions et chaque mois, un mandataire effectue des visites de travail dans ces régions et vérifie, contrôle la situation. La plupart des enfants mis sous tutelle par nous sont déjà adultes, majeurs, et ils continuent leur vie indépendante. Bonjour, je représente un journal japonais. Bonjour, Maria. En ce qui concerne les petits citoyens de l'Ukraine emmenés
des zones des hostilités dans les établissements sociaux en Russie. Le printemps, vous avez parlé de la possibilité pour des journalistes d'aller voir ces enfants, et si je ne me trompe pas, je saisis cette occasion et vous demande d'organiser ces visites. Oui, nous avons parlé de cette possibilité. Et une partie des journalistes ont déjà profité de cette occasion, mais nous voyons que l'Ukraine nous attaque sans cesse et il publie les informations, les menaces sur des sites web nombreux, et nous comprenons que toutes les familles ne seront pas ouvertes à cette initiative, mais il y a des familles, des enfants actifs qui déjà participent à ce projet. Nous pouvons organiser une visite pareille pour vous. En ce qui concerne nos séjours d'été pour des adolescents, avec la participation des enfants des nouvelles régions, c'est un programme stratégique qui les aide à choisir le métier, à développer une carrière. Les sociologues, les psychologues travaillent avec eux. Vous avez dit après-demain. Oui, c'est le nom de ce jour, après-demain. Et l'après-demain, vous savez, il commence aujourd'hui. Et comment pouvons-nous préparer à cela? Comment on peut participer à ce projet? Nous pouvons vous donner en contact un représentant de mon bureau et vous pouvez lui parler sur la coopération future. Est-ce qu'il y a des questions? D'accord, une dernière question. NBC News. Aujourd'hui, il y avait une nouvelle sur la répatriation des enfants ukrainiens par le biais de Qatar, avec le soutien des représentants du Qatar. Et un enfant est déjà rentré chez lui. Est-ce que vous pouvez commenter sur cette nouvelle et où cette nouvelle était publiée? Je pense que c'était prononcé pendant le briefing. C'était publié dans le Reuters. Nous coopérons avec le Qatar et il accompagne dès le début jusqu'à la fin le processus de la réunification familiale. Et j'ai déjà parlé d'un cas d'une grand-mère et de son petit enfant. Ce cas a été traité avec le soutien du Qatar et nous espérons continuer et renforcer cette coopération. Nous vous remercions, chers collègues. La conférence de presse est finie. Merci beaucoup.